les transports transmembranaires. Alors, on va commencer par le transport membranaire de petites molécules. Dans un premier temps, vous connaissez bien ce schéma-là concernant le transport à travers la membrane. Vous savez que la membrane est formée par des phospholipides. Les lipides membranaires sont de trois types, les glycolipides, les, les phospholipides, les glycolipides et le cholestérol. Alors, glycolipide, ça veut dire un lipide avec un sucre, qui est collé à un sucre. Le cholestérol, le cholestérol a un rôle très important dans la structure de la membrane. Il permet la stabilité de la membrane. C'est le squelette de la membrane, c'est lui qui empêche que la membrane s'écoule, puisque la membrane est très fluide. Donc, la membrane est formée par des lipides. Donc, vous imaginez par exemple comme un océan dans lequel il y a des icebergs. Des icebergs, ce sont des montagnes qui flottent à la surface de la mer, de l'océan. Et ces montagnes sont des protéines. Donc, vous avez des membranes qui sont plus ou moins fluides et la structure étant stabilisée par le cholestérol, qui est un stabilisant de membrane qui permet la rigidité membranaire. Et dans cette couche de lipides, qui est plus ou moins fluide, vous avez des protéines. Et ces protéines peuvent transporter les substances de part et d'autre de la membrane d'un côté ou de l'autre. Lorsqu'une substance diffuse dans un seul sens, on parle d'un unipore. Lorsqu'on a deux substances qui se passent dans le même sens, on a un sympore. Lorsqu'on a deux substances qui passent d'une passe à l'envers de l'autre, c'est un antipore. Alors, les mécanismes de transport. On a ce qu'on appelle le transport passif. D'abord, le transport passif, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, à travers la membrane, vous avez des ions qui sont répartis différemment. Leur concentration est différente à l'extérieur et à l'intérieur de la cellule. Euh, la notion du gradient électrochimique signifie que vous avez la cellule, le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Donc, vous avez le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Et vous avez donc cette membrane qui sépare ces deux milieux. C'est une membrane cytoplasmique qui permet de maintenir un certain nombre d'équilibres. Vous avez des ions, donc comme les ions, par exemple, je prends l'exemple du sodium. Le sodium est très concentré à l'extérieur et il a une charge positive. Et la concentration interne de sodium est très faible. Donc, je vous donne tout de suite à peu près 140 millimolaires ici. Vous avez le sodium ici à l'intérieur à peu près 12 millimolaires. Donc, la concentration n'est pas la même. On parle du gradient chimique lorsqu'il y a une différence. La différence chimique de concentration, on parle du gradient chimique, c'est-à-dire il y a une différence. Lorsque je parle de la notion du gradient, ça veut dire différence. Donc le fait qu'il y a 140 millimolaires ici et 12 millimolaires à l'intérieur signifie que vous avez un gradient chimique. Et le sodium a tendance à entrer sous l'effet du gradient chimique. Donc je parle du gradient chimique. Mais, comme vous savez, la cellule étant chargée négativement à l'intérieur, on verra après pourquoi il est chargé négativement à l'intérieur et chargé positivement à l'extérieur. Et comme le sodium a une charge positive, les ions, donc les charges négatives, vont attirer les charges positives. On parle alors du gradient électrique. Le gradient électrique est dans le sens entrant, comme le gradient chimique. Le gradient chimique est dans le sens entrant et le gradient électrique est dans le sens entrant. On va dire que le gradient électrochimique, c'est quoi le gradient électrochimique pour le sodium? Il est dans le sens entrant. Donc on parle du gradient électrochimique. Électrochimique, ça veut dire la somme entre le gradient électrique et le gradient chimique. Alors attention, ces deux gradients peuvent être soit dans le sens entrant, soit dans le sens sortant, ça dépend des ions, ou
Parfois, ils sont en équilibre. Donc, les deux vecteurs, ici, le vecteur gradient électrique et gradient chimique, ne sont pas toujours dans le même sens. Ils peuvent être différents, aussi bien en intensité que en ce qui concerne le sens. Donc, ici, lorsqu'une substance a un gradient électrochimique dans le sens entrant, c'est-à-dire dans ce sens, gradient à la fois électrique et chimique, et dans ce sens, lorsqu'une substance diffuse à travers les lipides, dans le sens, dans le même sens que le gradient électrochimique, on parle d'une diffusion simple. Attention, c'est une substance qui traverse la membrane lipidique. Elle ne traverse pas les protéines. Simplement, vous avez des interstices, vous avez des vides entre les lipides et certaines substances peuvent diffuser facilement. On parle alors d'une diffusion simple. Voilà. Lorsque une substance diffuse à travers une protéine par exemple un canal ionique, lorsqu'il diffuse à travers un canal, on parle d'une diffusion facilitée. Alors, il se fait toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens du gradient électrochimique. On parle d'une diffusion facilitée. Il est facilité par la présence de la protéine. Donc, la substance va traverser la membrane à travers une protéine membranaire, un canal ionique par exemple, ou ça peut être aussi autre chose, et cette substance va diffuser dans le sens du gradient électrochimique. Alors lorsqu'une substance diffuse à travers la membrane dans le sens du gradient électrochimique, non pas seulement gradient chimique, mais aussi électrique. Alors on parle d'une diffusion facilitée. Donc une substance peut traverser la membrane par diffusion facilitée. Alors la somme ou la diffusion simple et la diffusion facilitée sont appelés un transport passif. Alors pourquoi passif? Parce que vous voyez, il traverse la membrane parce qu'il y a un gradient électrique et un gradient chimique. Donc on parle de transport passif. Il n'utilise pas de l'énergie, simplement les substances vont traverser la membrane. Une va traverser par gradient ici à travers les lipides ou il traverse les protéines. Alors une diffusion simple et une diffusion facilitée sont des transports passifs. Lorsque une substance va dans le sens inverse du gradient, c'est-à-dire il sort ici de la cellule, et vous voyez que le sens du gradient, ici dans le sens entrant, lorsque la substance va dans le sens inverse contre le gradient électrochimique, électrique et chimique, on parle d'un transport facilité. Alors, transport facilité, il nécessite de l'énergie fournie par la cellule, c'est généralement de l'ATP. S'il n'y a pas d'ATP, cette substance ne peut pas traverser la membrane contre le gradient. Donc, on parle d'un transport actif lorsque une protéine traverse la membrane dans le sens inverse du gradient électrochimique. Alors, une protéine porteuse, c'est quoi une protéine porteuse? Ça peut utiliser soit une protéine porteuse peut traverser, utilise la substance dans le sens inverse du gradient électrochimique ou dans le sens du gradient électrochimique, on parle d'une protéine porteuse. Donc il y a des protéines porteuses, il y a des protéines canales et il y a simplement une diffusion simple. Alors voilà donc la diffusion simple d'un certain nombre de substances. Vous voyez ici que vers le haut, vous avez ici des substances qui diffusent beaucoup plus facilement à travers. Donc je répète, la diffusion simple, c'est une diffusion qui se fait uniquement à travers les lipides. Alors vous voyez que les gaz, oxygène, CO2 et l'azote, traversent facilement la membrane, ils n'ont pas besoin de traverser les protéines, ils traversent uniquement les lipides. C'est une diffusion simple. Les protéines, les petites molécules polaires non chargées, l'urée et l'éthanol, alors passent à travers la membrane facilement par diffusion simple. Et vous voyez que l'eau ici diffuse en partie à peu près 20% d'eau traverse la membrane par diffusion simple et les 80% d'eau vont traverser la membrane en utilisant des protéines qu'on verra un peu plus tard. Ces protéines, on va les appeler les aquaporines. Donc, la diffusion simple de l'eau, l'eau diffuse difficilement par diffusion simple, mais il diffuse d'une façon très importante par diffusion facilitée par des aquaporines. Concernant le glucose, très important, on va l'étudier. Il ne traverse pas la membrane par diffusion simple, donc il ne traverse jamais les lipides. Les ions,
non plus ne traverse pas les lipides, donc la membrane lipidique est imperméable aux ions chargés. Et aussi, attention, l'ATP ne traverse pas la membrane à travers les protéines, mais à travers les lipides, mais il y a des protéines spécifiques. Donc, les acides aminés non plus. Là, attention, vous avez des substances qui traversent la membrane par diffusion simple, et vous avez des substances qui ne diffusent pas à travers la membrane par diffusion simple. Alors, donc, si cette diffusion simple dépend de plusieurs facteurs. Il dépend de la liposolubilité, donc plus la substance est liposoluble, plus elle traverse facilement par diffusion simple. Ben, le poids moléculaire, plus la substance est très grosse, un poids moléculaire élevé, plus il a de la difficulté de passer à travers la membrane lipidique. La surface d'échange n'est pas très importante puisque la surface est toujours constante, mais bon, lorsque par exemple dans le cas des microvillosités, vous avez une augmentation de la surface d'échange, vous avez automatiquement une augmentation de la diffusion. L'ionisation, donc là aussi, plus la substance est ionisée, comme vous avez remarqué tout à l'heure, moins il traverse la membrane par diffusion simple. Donc toutes les substances ionisées, les ions par exemple, passent difficilement à travers la membrane. L'épaisseur de la membrane, cette épaisseur c'est pas un facteur très important puisque toutes les membranes ont la même épaisseur. Donc on ne peut pas distinguer avec d'autres membranes à l'autre. Concernant la diffusion facilitée, on a dit que la diffusion facilitée est due à la présence des protéines dans la membrane qui laissent passer les substances soit dans un sens, soit dans l'autre. Ça, c'est de la diffusion facilitée. Donc, si je compare, je mets par exemple ici en abscisse la concentration de la molécule transportée, par exemple, l'urée, je mets ici l'urée dans les cellules d'algues et je utilise plusieurs concentrations, donc concentrations différentes, et je mesure la vitesse de transport. Alors la vitesse de transport, c'est la perméabilité. Attention, on a notre grand P. La perméabilité, c'est une vitesse et s'exprime en centimètres par seconde. Donc centimètre, ça veut dire par seconde, c'est la distance parcourue par la substance par unité de temps. Donc la perméabilité, attention, c'est une vitesse exprimée par la distance par unité de temps. Alors, on distingue donc dans ce schéma soit que la substance diffuse selon un transport facilité, soit par une diffusion simple. Lorsque une substance traverse la membrane par diffusion simple, généralement la droite est linéaire. Donc plus vous augmentez la concentration dans un milieu, et plus la diffusion simple, il augmente linéairement. Donc il augmente linéairement, ça veut dire 1, 2, 4, ainsi de suite. Donc le facteur il est linéaire. Donc plus vous augmentez, plus la vitesse de transport augmente, plus la perméabilité donc augmente. Vous voyez que lorsque une substance diffuse par diffusion facilitée, par exemple l'urée. Ici, par exemple, dans les cellules d'algues, vous avez, ou une substance, par exemple le glucose, hein, on peut utiliser le glucose, vous voyez que la diffusion n'est plus linéaire, que la perméabilité n'est plus linéaire en fonction de la concentration. Donc plus vous augmentez la concentration, vous avez une branche d'hyperbole avec un maximum, avec une vitesse qu'on appelle une vitesse maximale de transport. Si cette vitesse maximale, vous la divisez par 2, vous obtenez ce qu'on appelle Vmax sur 2. Donc ce Vmax sur 2, on peut linéariser cette relation. Donc on peut aller vers... donc non, on y aurait. On peut facilement faire la cinétique suivante. Je fais ici 1 sur C, c'est-à-dire 1 sur la concentration de la substance. Lorsque j'ai une branche d'hyperbole qui est comme ça, je peux la linéariser. Alors comment je fais? Donc c'est en fonction de V, la vitesse maximale de transport, c'est-à-dire la perméabilité, si vous voulez, la perméabilité où. Donc je peux la linéariser, je mets 1 sur C ici, donc je mets différentes concentrations là, 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 là et là. Voilà. Et ici je mets 1 sur V. Alors je peux donc, cette relation va se transformer, il va donner une relation linéaire. Alors, je peux avoir ici moins 1 sur ce que j'appelle, c'est une concentration, hein, c'est une concentration ici, et je peux avoir ici ce que j'appelle le Vmax. Vmax, ou Vmax 1 sur V, Vmax 1 sur Vmax. Voilà.
J'obtiens ici 1 sur Vmax, ici 1 moins Km. Alors le Km étant, c'est l'affinité. On appelle ça l'affinité. Donc plus la concentration, plus le Km est faible, plus la substance a plus d'affinité, plus il passe facilement. C'est l'affinité. Vous allez faire ça en enzymaux. Donc vous allez linéariser les fonctions qui sont une branche d'hyperbole. Voilà. Donc on peut linéariser, on peut déterminer la vitesse maximale de transport, on peut déterminer l'affinité, c'est-à-dire est-ce que la protéine a plus d'affinité, est-ce qu'il fixe mieux. Donc s'il fixe mieux la substance, il transporte mieux la substance, le Km est faible, il est très faible. Si au contraire l'affinité est grande, la substance passe facilement à travers la membrane. Alors la diffusion, donc on a parlé de la diffusion facilitée, et on va voir maintenant les transporteurs. On va commencer par le transport du glucose. Le glucose, comme je vous ai dit, ne traverse pas la membrane par diffusion facilitée. Donc il lui faut des protéines qui permettent de faire entrer le glucose. Le glucose, généralement, dans nos cellules, dans le milieu intérieur, rappelez-vous, c'est 1 gramme par litre la diffusion. Alors pour qu'il entre dans les cellules, donc ici la concentration est inférieure à 1 gramme, il entre dans la cellule, il va dans le cycle de Krebs, il va donner de l'ATP. Donc il va être métabolisé, dégradé, il va donner de l'énergie pour la cellule. Et l'énergie est très importante dans le transport transmembranaire. Alors, donc je passe en mode tableau, comme ça, vous allez voir que comment voilà. Donc, si je prends ma membrane, il est comme ça, hein, avec un milieu. Donc, toujours lorsque vous faites un schéma comme ça, il faut indiquer le milieu extracellulaire, le milieu intracellulaire, et le glucose, c'est une protéine membranaire, donc c'est une protéine avec un milieu. Donc, regardez ici, vous avez une extrémité amine à l'intérieur et une extrémité carboxylique à l'intérieur de la cellule. Donc, je passe en mode tableau. Vous avez les acides aminés vont se donc coller l'un à l'autre. Voilà la protéine de glucose, de transporteur de glucose. Transporteur de glucose qu'on appelle le transporteur GLUT. On appelle GLUT. Voilà les acides aminés. Lorsqu'ils se trouvent dans l'eau, la membrane, la structure est linéaire. Les acides aminés sont collés l'un à l'autre et la structure est linéaire. Mais dès qu'il entre dans la membrane, attention, ici vous avez les lipides. Alors la forme la plus stable de la protéine, c'est une forme alpha. Donc vous aurez la chaîne, les acides aminés vont se fixer selon une structure alpha. Donc vous aurez des acides aminés qui s'enroulent. Et lorsque la protéine sort ici dans l'eau, et donc il va se transformer en chaîne linéaire. Et ici vous aurez la structure alpha, voilà. Et ici, la même chose, et ainsi de suite. Il va s'amuser, cette protéine, ce transporteur de glucose va s'amuser. Il va avoir donc une partie qui est hélicoïdale ici à l'intérieur de la membrane, et ainsi de suite. Donc, voilà, une protéine membranaire, comment il est représenté. Alors, comme le glucose, donc, il y a un certain nombre, ici, je vais parler ça, de la partie de la protéine, ce sont les domaines transmembranaires. Donc, domaine transmembranaire. Ces domaines transmembranaires, il y a un certain nombre, donc on va appeler le grand 1, le grand 2, le grand 3, et ainsi de suite. Et vous avez ici ce qu'on appelle des boucles I1, I2, parfois vous avez I3, ce sont des boucles, on va appeler ça des boucles internes. Et à l'extérieur, vous avez des boucles externes, donc E1, E2, jusqu'à EX, donc un certain nombre. Voilà, donc vous avez des boucles qui relient le domaine 1 et le domaine 2, et vous avez le domaine 3, vous avez le domaine 4, le domaine 5. Donc vous avez des domaines transmembranaires, vous avez des boucles internes et des boucles externes. Alors voilà un peu schématiquement comment il est représenté une protéine membranaire. Hein, une protéine membranaire. On va revenir à notre récepteur
de glucose, ou la protéine qui permet de transporter le glucose. Donc vous voyez ce transporteur de glucose, il y a une fonction amine. Fonction amine, il est intracellulaire, donc vous la voyez ici à l'intérieur de la cellule, et là l'extrémité carboxylique, il est intracellulaire. Et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 domaines transmembranaires. Et les boucles sont alors I1, I2, I3, I4 et I5. Donc, 5 boucles intracellulaires. Et E1, E2, E3, E4, E5, E6, E6. Donc, 5 boucles intracellulaires et 6 boucles extracellulaires. On va dire que le transporteur de glucose, la protéine qui transporte les glucoses au niveau membranaire, est une protéine qui a plusieurs acides aminés avec 12 domaines transmembranaires. La fonction amine et carboxylique sont de localisation intracellulaire et les boucles internes sont 5 et les boucles externes sont 6. Il y a 6 boucles externes. Voilà donc le transporteur de glucose qui va transporter le glucose toujours, attention, toujours du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire puisque le glucose ne se trouve pas dans la cellule, il n'est pas fabriqué par la cellule. Par contre, il est fabriqué, donc on le mange, le glucose, il provient de nos aliments, des plantes, on l'ingère donc à l'intérieur et il va traverser la membrane pour aller à l'intérieur de la cellule où il va être métabolisé. Donc c'est un carburant qui va être transformé en énergie en ATP. Alors il y a comme c'est une protéine au cours de l'évolution, il peut y avoir plusieurs types de protéines parce que plusieurs isoformes, il va subir des mutations, les acides aminés. Donc, comme il y a plusieurs acides aminés, il suffit que de changer un seul acide aminé et on a un autre récepteur différent du premier. Donc, comme il subit des mutations au cours de l'évolution, on a 12 récepteurs GLUT de 1 jusqu'à 12. Donc, c'est 12 récepteurs. Ils ont tous à peu près la même forme, mais ils diffèrent par 1, 2, 3 ou 4 acides aminés. Et vous voyez ici que le glucose est très fort à la forte concentration à l'extérieur et faible concentration à l'intérieur et que ce glucose ne diffuse pas par diffusion simple. Par contre, il diffuse par l'intermédiaire de la protéine à 12 domaines transmembranaires et il entre dans la cellule où il va fabriquer de l'ATP. Donc voilà le transporteur de glucose, un transporteur qui permet de transporter le sucre de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Alors il y a d'autres protéines membranaires qu'on peut étudier, c'est les protéines qui forment les canaux ioniques. Les canaux ioniques, ce sont des protéines qui sont spécialisées dans le transport des ions. Il y a aussi ce qu'on appelle les connexines. Donc on verra ce que c'est que les connexines et on verra ce que c'est que les aquaporines. Alors, on commence par les canaux ioniques. Les canaux ioniques, ce sont des protéines membranaires donc qui sont localisées au niveau de la membrane et qui permettent, par exemple, de transporter soit le potassium, on parle du canal potassium. Ils peuvent donc transporter le sodium, on parle de canal sodium, ou calcium, on peut parler du canal calcium. Il y a canal chlore, voilà, donc sodium, potassium, calcium, chlore, voilà les canaux qui existent, qui sont très importants dans le fonctionnement cellulaire. Alors leur propriété, d'abord ils sont très rapides. Donc ils s'ouvrent, ils se ferment rapidement. On verra comment ils s'ouvrent et comment ils se ferment. Donc l'ouverture et la fermeture étant très rapides. Donc l'ouverture de ces canaux peut se faire rapidement et leur fermeture peut se faire aussi rapidement. On verra quelles sont les conditions d'ouverture et de la fermeture d'un canal ionique. Donc, mais là, le transport à peu près dure une milliseconde. Il s'ouvre et se ferme en une milliseconde. Très sélectif. Qu'est-ce que ça veut dire très sélectif? Ça veut dire qu'on ne laisse passer qu'une seule espèce ionique. Par exemple, en ce qui concerne le canal potassium, il ne laisse passer que le potassium. Le canal sodium ne laisse passer que le sodium. Cependant, il existe des
Différence. Il peut y avoir un canal qui transporte deux types d'ions. On verra par la suite que il y a des canaux qui sont moins spécifiques. Mais en général, ils sont très sélectifs, c'est-à-dire pour chaque canal, il y a une seule espèce ionique donnée. Alors la durée d'ouverture, comme je vous ai dit tout à l'heure, la durée d'ouverture est en brève. La durée d'ouverture, c'est-à-dire la durée d'activation d'un canal pendant lequel il s'ouvre et se ferme, est de l'ordre de la milliseconde. Alors, il participe à la polarité de la membrane, c'est normal, puisque la cellule est toujours négative à l'intérieur, elle est positive à l'extérieur, on verra pourquoi. Bon, on parle ici parce que vous avez des protéines qui ne laissent pas passer Et on verra ça, on a déjà vu ça dans le milieu intérieur. On sait qu'il y a beaucoup de cations à l'extérieur et beaucoup d'anions à l'intérieur de la cellule. Donc la cellule est chargée négativement, positivement à l'extérieur. C'est comme une pile. Vous connaissez la pile que vous achetez chez le commerçant. Donc vous mettez une électrode ici, une électrode ici, et vous mesurez par exemple 1,5 volts. Alors 1,5 volts, ça veut dire que vous avez des différences de charge entre l'intérieur et l'extérieur, ici, entre deux pôles, d'une pile. C'est une pile à 1,5 volts que vous achetez chez l'épicier. C'est la même chose. Si vous mettez une électrode ici et une électrode ici, vous mesurez un potentiel, une différence de potentiel, une DDP, bon, qui généralement est égal à moins 100 millivolts. On verra ça après lorsqu'on va étudier la polarisation membranaire. Donc, l'entrée des ions, par exemple sodium, va faire que la polarité de la cellule va se charger en positive. On parle ça d'une dépolarisation. Lorsqu'il y a des charges négatives qui entrent dans la cellule, vous aurez une augmentation de charge négative à l'intérieur. On parle d'une hyperpolarisation. Donc l'entrée des ions positives crée une dépolarisation et l'entrée de charge négative crée ce qu'on appelle une hyperpolarisation. Alors voilà schématiquement, la protéine membranaire n'est pas comme ça, mais simplement un schéma. Alors l'ouverture d'un canal, on appelle généralement activation. Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent activer un canal, c'est-à-dire qu'il ouvre. Ils peuvent être ouverts par le potentiel électrique, c'est-à-dire il suffit d'injecter un certain nombre de charges à l'intérieur ou à l'extérieur de la membrane pour que ce canal s'ouvre. Donc on parle d'une activation voltage dépendante. Il peut être ouvert par une substance chimique, par exemple l'acétylcholine. Il peut ouvrir, il peut se fixer sur un canal et activer le canal, ou par une traction mécanique. Une traction mécanique, c'est-à-dire simplement vous appuyez sur la membrane, vous exercez une force et le canal s'ouvre. Donc il y a des canaux, on verra ça par la suite, il y a des canaux voltage dépendants qui s'ouvrent par le potentiel, il y a des canaux chimiodépendants qui s'ouvrent par une substance chimique, et il y a des canaux qui s'ouvrent par une traction mécanique, ce sont des canaux traction dépendante ou stretch channels. Alors lorsque ces canaux s'ouvrent, généralement, l'ouverture se fait par trois facteurs, soit le potentiel, soit une substance chimique, soit une traction. Alors lorsque le canal s'ouvre, à ce moment-là, les ions vont se déplacer selon le gradient électrochimique. Alors si le gradient électrochimique est dans le sens entrant, la substance va entrer dans la cellule. Si le gradient électrochimique est dans le sens sortant, la substance va traverser la membrane dans le sens. Alors vous voyez que ce qui fait ouvrir un canal, ce qui active un canal, c'est soit le potentiel, soit une substance, soit une traction. Mais attention, ça ne veut pas dire le déplacement d'ions. Le déplacement d'ions suivent le gradient électrochimique. Ils peuvent être soit dans le sens entrant, soit dans le sens sortant. On verra un peu plus loin comment on peut déterminer ce gradient électrochimique. Alors lorsque l'ion entre, alors l'ion, par exemple les ions calcium, entrent dans la cellule par activation du canal et parce que leur gradient électrochimique est dans le sens entrant, alors ils vont contribuer à ce qu'on appelle la signalisation. Qu'est-ce que ça veut dire une signalisation? La signalisation, ça peut être soit une contraction, quand il s'agit d'un muscle, ça peut être une sécrétion. Une sécrétion, par exemple une hormone, par exemple l'insuline. Mais ça peut être simplement une transmission du signal, c'est-à-dire transmission du signal d'une cellule à une autre, par exemple à travers des synapses. Alors ce canal peut être phosphorylé, c'est-à-dire modulé. Il peut subir des phosphorylations. Alors lorsque un canal
comme c'est une protéine membranaire, lorsque un canal est phosphorylé, par exemple par l'AMP cyclique, par le GMP cyclique, par des PK, alors les PKA ou les PKB ou les PKC. Donc il y a plusieurs protéines kinases, des enzymes ou des substances qui peuvent moduler. Donc soit il augmente l'activité de ce canal, ces substances donc de phosphorylation. Donc si la substance est phosphorylée par exemple par l'AMP cyclique, son niveau va augmenter. Donc attention, l'activation étant assurée par le voltage, une substance chimique ou une traction mécanique. Le déplacement d'ions vont se faire par gradient électrochimique et la modulation va se faire par des substances internes, soit l'AMP cyclique, soit le GMP cyclique, soit la protéine kinase A, soit la protéine kinase B, soit la protéine kinase C. Donc voilà les substances qui peuvent moduler, ils peuvent augmenter ou diminuer. Ce n'est pas eux qui vont ouvrir le canal. Alors, ce qui ouvre le canal, c'est soit le potentiel, soit une substance chimique, soit une traction mécanique. Ce qui fait déplacer les ions dans un sens ou dans l'autre vont se faire par gradient électrochimique et la modulation va être assurée par des substances intracellulaires. Il faut absolument comprendre ça. C'est-à-dire, il y a trois choses tout à fait différentes, mais qui contribuent soit à une activation, c'est-à-dire à une signalisation, soit une inhibition. On peut avoir une activation de la contraction, mais on peut avoir une inhibition de la contraction. On peut avoir une augmentation de la sécrétion d'une hormone, mais on peut avoir une inhibition de la sécrétion d'hormones. Et on peut avoir une augmentation de la transmission ou un blocage carrément de la transmission entre les cellules et une autre. Donc voilà, il faut séparer trois choses qui sont tout à fait différentes. Alors, quels sont les différents types de canaux ioniques? Il y a des canaux voltage dépendants, il y a des canaux chimiodépendants, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il y a des canaux mécanosensibles. Donc, j'en ai déjà parlé. Vous voyez ici, dans ce premier exemple, vous voyez ici des canaux qui s'ouvrent par la dépolarisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la dépolarisation? Ça veut dire si vous injectez des charges positives à l'intérieur de la cellule, vous ouvrez ce canal par dépolarisation. Donc, lorsque vous augmentez la quantité de charge à l'intérieur de la cellule, ces canaux s'ouvrent. On va dire que cette protéine change de conformation sur l'effet du potentiel. Donc, elle est dépolarisation dépendante. On parle d'un potentiel dépendant. Ce sont des canaux voltage ou potentiel gated channels. On appelle aussi, ce sont des canaux voltage dépendants, c'est-à-dire leur ouverture se fait par le potentiel. Par exemple, si le potentiel est égal à moins 90 millivolts, ce canal est fermé. Si il est égal à moins 50, donc on a dépolarisé de 40 millivolts, on a diminué le potentiel puisqu'on a injecté des charges positives à l'intérieur. Donc, il s'ouvre. À partir de moins 50, on va dire que ce canal s'ouvre à moins 50. Mais entre moins 50 et moins 90, il ne s'ouvre pas. Mais si vous allez à moins 20, 0 ou à des potentiels supérieurs, ce canal s'ouvre. Vous avez aussi des canaux chimiodépendants. Ce sont donc des canaux qui existent au niveau des moments des cellules qui, lorsqu'une substance se fixe, ici vous avez deux molécules qui se fixent sur la protéine, sur la partie externe de la protéine, le canal s'ouvre. Donc vous voyez ici que le potentiel ici n'a aucun rôle à jouer. Si la substance est là, il se fixe, le canal s'ouvre. Si la substance est dégradée, il se ferme. Ça peut se faire soit une substance provient soit du milieu extracellulaire, soit du milieu intracellulaire. Ce sont, ici en bleu, ce sont des canaux chimiodépendants, c'est-à-dire leur ouverture dépend de la présence ou de l'absence de la substance chimique. Puis vous avez des canaux mécanosensibles. Alors ces canaux sont des canaux qui s'ouvrent lorsque il y a une force, une traction. Si vous exercez une traction, vous avez des filaments, des protéines qui vont tirer sur le canal et le canal s'ouvre, ce qui laisse passer les ions par gradient électrochimique. Donc la modalité d'ouverture d'un canal change. Un canal peut être soit voltage dépendant, soit chimiodépendant, soit mécanosensible ou traction dépendante ou stretch gated channels. Alors les canaux voltage dépendants. Pour les canaux voltage dépendants, on va voir l'exemple par exemple du canal calcique. Le canal calcique, lui, existe au niveau de toutes les cellules. Il a une importance cruciale,
très très importante qu'on verra par la suite du cours quand on trouve les canaux calciques dans la contraction musculaire, on trouve les canaux calciques dans la sécrétion et on trouve les canaux calciques dans la transmission d'une cellule nerveuse à une autre cellule nerveuse. Alors la protéine canal est fermée, par exemple, lorsque le potentiel est égal à moins 90 millivolts et n'est pas favorable, le canal est fermé. Si vous activez, par exemple, vous augmentez le potentiel, vous introduisez des charges positives à l'intérieur de la cellule, il s'ouvre, par exemple, à partir d'un potentiel de moins 50 millivolts. Ce canal, on va dire qu'il a deux positions, soit fermée, soit ouverte. Lorsque le canal est fermé, le calcium n'entre pas. Lorsque le canal est ouvert, le calcium entre par gradient électrochimique. Alors c'est un canal voltage dépendant, on va le noter calcium, calcium Ca, V, voltage dépendant. Voilà, ce sont des canaux voltage dépendants. Alors si vous mesurez ou vous enregistrez un potentiel d'action, on verra, on a un cours sur le potentiel d'action, que vous avez ce potentiel d'action à plusieurs phases. Ici, c'est moins 90 millivolts. Ici, généralement, c'est 0 millivolts. Donc, vous avez 0 ici. Vous avez ici jusqu'à plus 30 millivolts. Vous voyez que le potentiel, lorsque vous stimulez une cellule du cœur, donc ça, c'est la myocarde. Donc, au niveau du cœur, lorsque vous stimulez une cellule du myocarde, vous changez sa polarité. Le potentiel passe d'un potentiel qu'on appelle le potentiel de repos jusqu'à un potentiel qu'on appelle le potentiel seuil. Voilà le potentiel seuil, voilà le potentiel de repos. Et la cellule se dépolarise, il perd sa polarisation. On verra comment cette polarisation va se faire. Ensuite, le potentiel garde la même valeur, on dit c'est la phase du plateau. Et puis, ce potentiel spontanément revient au potentiel de repos de tout à l'heure. On appelle ça une repolarisation. Donc, un potentiel d'action, généralement, c'est une dépolarisation, un plateau et une repolarisation. Attention, quand il s'agit par exemple d'une cellule nerveuse, on a simplement une dépolarisation et une repolarisation. On n'a pas de plateau. Ici, la durée d'un potentiel d'action d'une cellule nerveuse dure 1 à 2 millisecondes, alors qu'ici, il dure à peu près 300 millisecondes. On verra pourquoi. Il y a une différence entre, par exemple, la cellule nerveuse, entre l'axone et la cellule du myocarde. Donc, généralement, on attribue l'ouverture de ce canal calcique à ce plateau-là. C'est l'ouverture des canaux calciques qui sont responsables de ce plateau. Ça, on le verra après un petit peu plus loin. Donc, si je reviens à ma protéine canal calcique, le canal calcique, il est soit fermé, c'est-à-dire le potentiel ici généralement moins 90 millivolts, hein, il n'est pas favorable à l'ouverture. Et cette protéine subit lorsque je dépolarise, c'est-à-dire je change mon potentiel de moins 90 millivolts jusqu'à par exemple à moins 50, et je maintiens le potentiel vers cette valeur, je la maintiens comme ça, c'est donc le potentiel dans la cellule, j'ai dépolarisé ma cellule, le canal s'ouvre. Il s'ouvre rapidement, favored by depolarization, ça veut dire tout simplement il est favorisé par le potentiel. À ce moment-là, le calcium entre par gradient électrochimique. Mais ce qui se passe en ce qui concerne le canal calcique, quelques millisecondes après, même si vous maintenez à moins 50 millivolts, le canal est fermé et le calcium ne peut plus entrer. On va parler d'une inactivation du canal. Alors, attention, l'inactivation, c'est-à-dire la forme inactivée. Le canal, il est toujours ouvert par le potentiel, mais il y a une protéine, il y a un système qui permet de le fermer. Et vous voyez qu'il y a une différence entre ici et là. Ici, le canal, il est fermé, donc fermé. Ici, il est inactivé, c'est-à-dire que le canal est toujours ouvert, mais spontanément, même si vous maintenez le potentiel à des valeurs positives, ce canal reste toujours fermé et le calcium ne peut plus entrer puisque vous avez inactivation. Donc, ce que je veux dire par là, un canal voltage dépendant, généralement, il est soit sous la forme fermée, le potentiel n'est pas favorable à son ouverture. Ensuite, lorsque le potentiel est favorable, il est d'abord activé, donc ouvert, ensuite inactivé. On ne va pas parler de fermeture, mais on parle d'inactivation. La seule forme qui laisse passer le calcium, c'est la forme activée. La forme inactivée ne laisse pas passer le calcium.
et la forme fermée ne laisse pas passer le calcium. Donc c'est fast, soit c'est rapide, ça va dans un sens ou dans l'autre. C'est beaucoup plus complexe. Alors voilà une structure protéique d'une partie du canal calcique. Je parle bien sûr d'un canal calcique du type L, puisque après on verra qu'il y a plusieurs types de canaux calciques. Alors le canal calcique est généralement formé par une unité protéique alpha, une unité alpha 1, une unité alpha 2, une unité bêta et gamma. Donc on peut dire que le canal calcique est tétramérique. Tétramérique. Il a une structure oligomérique. Alors qu'est-ce que c'est qu'oligomérique? Oligomérique, ça veut dire tout simplement que la protéine est formée de plusieurs unités. Alors, on dit oligomérique. Lorsqu'il est formé de 5 unités, on parle de pentamérique. Lorsqu'il a une forme 4 unités, on parle de tétramérique. S'il est formé de 3 unités, on parle de trimérique ou dimérique ou monomérique. Donc, c'est ça la structure oligomérique. Structure oligomérique tétramérique. Donc, le canal calcique est une protéine oligomérique tétramérique. Oligomérique, plusieurs unités. Tétramérique, 4 unités. Mais l'unité la plus importante, c'est l'unité alpha 1. C'est la plus importante. Vous voyez ici, l'alpha 2, il est extracellulaire et que la forme gamma ici, ou delta, pardon, delta A traverse la membrane. Vous voyez la forme bêta ici, il est intracellulaire. Donc, vous avez 4 unités et vous voyez que la partie la plus importante, c'est la partie alpha 1. C'est elle qui va former le canal calcique. C'est l'unité alpha 1. Vous voyez qu'il y a ici 6 domaines transmembranaires. Ici, il y a 6 domaines transmembranaires. Ici, il y a 6 domaines transmembranaires. Il y a ici 6 domaines transmembranaires. Donc 6 multiplié par 4 est égal à 24 domaines transmembranaires. On va dire que l'unité alpha 1, qui constitue le canal calcique, est formée de 24 domaines transmembranaires. Et on va dire que la fonction carboxylique, il est intracellulaire. Et la fonction amine, il est intracellulaire. Très important à retenir. Attention, ne mettez pas la partie amine à l'extérieur et la partie carboxylique à l'extérieur. C'est une erreur. Donc, c'est une protéine qui est formée de plusieurs centaines d'acides aminés, avec une fonction amine intracellulaire, fonction carboxylique intracellulaire. Et vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette protéine peut être phosphorylée. C'est une protéine qui peut être modulée, soit par la PKC, soit par la PKG, soit les protéines kinase A. Vous voyez que des substances peuvent être phosphorylées. Vous voyez les endroits où cette protéine peut être phosphorylée, donc peut être modulée, c'est-à-dire son activité peut augmenter. Donc l'unité la plus importante du canal calcique, c'est la protéine alpha 1, c'est-à-dire l'unité alpha 1. Alors, la partie, le domaine transmembranaire S4, c'est-à-dire celui-là, S4 ici, S4 ici, S4 ici et S4 ici. Alors c'est lui qui va donner à la protéine sa sensibilité vis-à-vis du potentiel. Alors il est formé, ce segment est formé des acides aminés chargés électriquement et ils peuvent changer la conformation de la protéine. Donc ce segment S4, c'est celui qui fournit à la protéine sa sensibilité vis-à-vis du potentiel. C'est parce que si on enlève le segment S4, le canal ne s'ouvrira pas plus par le voltage. Donc c'est la présence de ce segment S4 qui fournit à la protéine sa dépendance vis-à-vis du voltage. Alors le schéma du canal calcique, cette protéine va s'enrouler. Donc ici vous voyez que vous avez ici 6 domaines transmembranaires, 6, 6, 6. Alors c'est alpha 1 subunit. C'est donc alpha 1 va s'enrouler sur elle-même et va former un canal ici par où transite le calcium. Ici, il peut traverser le calcium. Et vous avez des protéines auxiliaires
Donc des unités auxiliaires qui peuvent s'associer. Mais le canal est formé par l'unité alpha 1 et que alpha 1, c'est la partie la plus importante, il s'enroule sur elle-même et va former un canal central par où transite le calcium lorsque cette protéine s'ouvre. Donc on peut dire que on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la même chose ici, la même chose ici, la même chose ici. Donc s'enroule, voilà. Et qui, ici au milieu, vous avez un canal par où transite le calcium. Et le calcium peut traverser ce canal lorsqu'il est ouvert par le voltage. S'il est fermé, le calcium ne traverse pas. Donc il peut se fermer soit en position fermée, non, il n'est pas activé, ou bien tout simplement, il subit le processus d'inactivation. Il y a plusieurs types de canaux calciques. Il y a des canaux calciques voltage dépendants. Donc, voltage dépendant, l'ouverture du canal se produit lorsque le potentiel de membrane atteint une certaine valeur. Alors, ces canaux sont de type L. Alors, L, ça veut dire low. Low, ça veut dire qu'il s'active lentement. Les canaux P et Q, on les a mis dans le même groupe. Ce sont des canaux calciques L, donc canaux calciques L. Des canaux calciques PQ. Bon, PQ et PQ, ce sont des canaux calciques qu'on trouve dans, par exemple, qui sont présents et qui interviennent dans la douleur. On verra ça un peu plus loin. Et vous avez des canaux calciques de type N. Ce sont des canaux qui existent ici. Ici, vous avez le muscle. Ici, vous avez des canaux calciques au niveau de la terminaison nerveuse. Ici, vous avez l'axone des cellules nerveuses. Ici, vous avez le muscle, la cellule musculaire, et ces canaux existent ici. Ce sont des N, on les appelle N parce que c'est celui qui les a découverts, c'est Neder. Neder, c'est celui qui a découvert. Neder, c'est lui qui a trouvé les canaux N. Ils interviennent ici, au niveau de la membrane présynaptique, non pas postsynaptique. Voilà la membrane postsynaptique, voilà la membrane présynaptique, et ces canaux font entrer le calcium ici, ce qui permet aux substances chimiques d'être libérées, par exemple l'acétylcholine ou la noradrénaline. Et vous avez donc ici PQ, ce sont des canaux calciques qui se trouvent au niveau des terminaisons nerveuses de la moelle épinière et qui interviennent dans la douleur. Concernant les canaux calciques L, ce sont des canaux qui s'ouvrent par exemple au niveau des cellules de myocarde pour provoquer la contraction ou bien pour la libération de l'insuline au niveau de la cellule bêta, mais on verra ça après. Alors, il y a aussi des canaux R. Alors R, ça veut dire résistant. Résistant parce que on n'a pas trouvé des inhibiteurs de ces canaux, on verra après, ce sont des canaux qui sont résistants. Il n'y a aucun inhibiteur découvert actuellement, mais on a aussi des canaux T, ce sont des transits, transient in English. Transient, ça veut dire que ce sont des canaux transitoires qui s'ouvrent à des potentiels très bas. C'est-à-dire, si vous dépolarisez à partir de moins 90 millivolts jusqu'à moins 60, il n'y a rien du tout. Lorsque vous voulez par exemple à moins 65, ces canaux s'ouvrent, mais inférieur à moins 60, ces canaux ne s'ouvrent pas. Ce sont des canaux qui s'ouvrent avec des seuils très bas. On les appelle des T, des transitoires, ou bien rapides. Ce sont des canaux rapides. On les trouve essentiellement, on verra après un peu plus loin, on les trouve dans les cellules du tissu nodal. Alors, on va faire la distinction entre ces différents types de canaux. D'abord, on va utiliser le seuil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous allez à partir d'un potentiel de moins 90 millivolts, vous dépolarisez jusqu'à moins 70 millivolts, ce sont les canaux T qui s'ouvrent. Donc leur seuil d'ouverture est très bas. On les appelle des canaux. Après, on va vous donner les termes. Tout de suite, ce sont des canaux bas seuil. Bas seuil, ça veut dire qu'ils s'activent avec des potentiels très faibles. Donc ici, c'est un potentiel de moins 90, il y a simplement, j'ai dépolarise de plus 20 millivolts. Si je rajoute à la cellule plus 20 millivolts, il s'ouvre ces canaux. Ce sont des canaux bas seuil. Le seuil est très bas. Alors si je vais à moins 60, ces canaux P et Q s'ouvrent. Ce sont les P et Q qui s'ouvrent. Si je vais à moins 40 millivolts, donc c'est élevé, ce sont les R qui s'ouvrent. Et si je vais jusqu'à moins 20 millivolts, ce sont les canaux N qui s'ouvrent. Mais attention, ici le T il est ouvert, mais le T s'ouvre aussi ici, puisqu'on a dépassé le seuil. Et ici, on ouvre le T, on ouvre le P et on ouvre le Q. Ici parce que tout simplement, on a dépassé le seuil de ces canaux-là.
Et en ce qui concerne les canaux N, ce sont les R, donc R, P, Q, T. Donc tous ces canaux, et L aussi s'ouvrent, hein. Vous voyez que les L s'ouvrent aussi. Et vous avez ici des canaux L qui s'ouvrent à partir de moins 30 à moins 10. Donc il y a une différence de seuil d'ouverture. Donc on va les classer et on va dire que, donc ici on va dire qu'on a ici des canaux bas seuil, ce sont des low voltage activated ou de high voltage activated, soit bas seuil, soit haut seuil. Donc, bas seuil, et tous ces canaux-là, ce sont des canaux haut seuil. Donc, on a déjà fait ici une distinction entre les canaux calciques bas seuil et des canaux calciques haut seuil. Voilà. Donc, LVA ou HVA. Les groupes 1 et 2 donc, constituent la classe des canaux à haut seuil et les autres sont des canaux bas seuil. Alors, on va aussi faire la distinction en tenant compte de la génétique. Il y a des canaux, donc comme c'est une protéine qui a subi une évolution au cours de l'histoire, au cours de notre vie, ces canaux calciques, on va classer trois types de canaux calciques. Le groupe 1, ce qu'on appelle le groupe KV1, ce sont des canaux calciques qui sont donc ici sur le gène 1, calcium 1. Ici, je mets le gène. Ici, je mets les isoformes. Isoformes, donc le gène 1. Le gène 1, il y a trois isoformes de gène 1. Il y a 1, 2, 3 et 4. Donc 4 isoformes de gène 1 et donnent les courants de type T, c'est-à-dire au seuil. Le groupe 2, ce sont des KV2. Il est représenté par la susunité. Donc le gène, il est de type 2. Isoforme 1, 2 ou 3. Donc 3 canaux KV2. Il y a trois types de canaux KV2 avec des isoformes, trois isoformes différentes. Ce sont des canaux soit de la jonction nerf-muscle, N, ou des canaux résistants, ou des canaux qui interviennent dans la douleur de la moelle épinière. Et la troisième catégorie de canaux calciques, ce sont des KV3, donc le gène 3, mais avec des isoformes 1, 2 et 3. Donc on a ici 3, 3, 4, ça fait 10 canaux calciques, voltage dépendant, génétiquement différents. Génétiquement différents. Donc faites attention, la classification est facile à retenir, il suffit donc que vous soyez très attentif. Il y a le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Dans le groupe 1, on a 4 types de canaux calciques et dans le groupe 2, on a 3 types de canaux calciques, 4 types de canaux calciques, 3 pardon, et dans le groupe 3, donc ça fait 3, 3 et 4, ça fait 10, à chaque fois je me trompe, mais c'est pas grave. Alors, on peut faire aussi une distinction concernant la localisation. Concernant la localisation, vous voyez que les KV1-1, c'est-à-dire les canaux L, se trouvent dans le muscle squelettique. La forme qui existe, c'est le 1, c'est le KV1-1. Attention, c'est un muscle donc squelettique qui a le KV, les canaux calciques, voltage dépendant, gène 1, isoforme 1. Dans le cœur, le muscle lisse et dans les neurones du système nerveux central, on a des KV1-2. Et dans le muscle cardiaque, muscle lisse, les neurones du système nerveux central et cellules endocrines, on a des KV1-3. Et dans la rétine, c'est-à-dire les canaux calciques de la cellule rétinienne, on a les KV1-4, donc KV1-4 de la rétine. Et vous avez le deuxième groupe, c'est-à-dire des KV2, avec les trois types de canaux, donc 1, 2 et 3, dans le système nerveux central, dans le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, c'est-à-dire moelle épinière, et largement distribué dans le système nerveux central et le muscle cardiaque, les KV3X, donc les trois types peuvent exister. Voilà donc la distinction en ce qui concerne la localisation. Donc il y a une différence concernant le seuil d'ouverture. La deuxième classification, c'est en fonction de gènes. Il y a trois types de gènes, 1, 2, 3, mais il y a 10 isoformes, donc 10 formes de canaux calciques. Alors voilà donc ici, je vous donne ici la forme, ici sur le gène, la famille du gène, ici c'est l'isoforme, et V ça veut dire voltage dépendant, donc c'est la nomenclature utilisée. Voilà la même chose. Donc ces canaux calciques interviennent
lorsqu'ils subissent des mutations. Ils interviennent dans les maladies génétiques, par exemple, qui affectent le muscle strié, le squelettique ou la vision. Donc, il y a beaucoup de maladies génétiques qui, par exemple, les malines ou des myopathies, qui sont à l'origine, donc dont l'origine est une maladie génétique. Donc lorsque ces canaux subissent une mutation, c'est ce que ça veut dire lorsqu'il manque un acide aminé, on a une mutation. Lorsqu'il change d'opposition, on a une mutation. Et donc, quand vous avez 1000 acides aminés, vous faites des photocopies à chaque fois, il arrive un moment où il y a un acide aminé qui saute, donc dans la copie de la protéine, et bon, voilà une maladie génétique qui se transmet d'une génération à une autre. Alors, on peut aussi faire une distinction en ce qui concerne les substances inhibitrices. Concernant les substances inhibitrices des canaux calciques, on connaît des substances qui bloquent les canaux L. Ce sont des dihydropyridines. Alors, qu'est-ce que c'est que les dihydropyridines? Ce sont des substances qui se vendent en pharmacie, donc ce sont des médicaments qu'on utilise dans les troubles du rythme. Un exemple des dihydropyridines, c'est l'anifidipine. Hein. Il y a soit l'anifidipine, soit le verapamil, hein, on verra ça après, ce que ça veut dire. Le verapamil, il y a beaucoup de médicaments qu'on appelle dihydropyridine, donc c'est une classe de médicaments qui sont spécifiques, qui bloquent les canaux L, donc ils interviennent, et comme je vous ai dit, les canaux L se trouvent au niveau du cœur. Hein. Les oméga-conotoxines, les N, le canal classique de la jonction nerf-muscle, ils sont inhibés par une conotoxine, c'est-à-dire un cône marin. Cône marin, c'est-à-dire dans l'eau de mer, vous pouvez trouver des cônes qui sécrètent des oméga conotoxines qui sont très toxiques et qui bloquent les canaux calciques et ça peut entraîner la mort puisque lorsque vous avez un blocage des canaux N au niveau de la jonction nerf-muscle, il n'y aura plus de transmission d'activité électrique des nerfs vers les muscles, essentiellement les muscles respiratoires, puisque vous savez que l'inspiration, c'est une activation du muscle inspiratoire et une expiration, c'est une activation du muscle expiratoire par des nerfs. C'est une activité involontaire. Les potentiels d'action proviennent du cerveau et qui provoque la contraction. C'est une activité qui n'est pas qui ne dépend pas de vous, mais qui est assurée par le cerveau, l'inspiration et l'expiration. Et lorsque vous avez, par exemple, si vous ingérez les cônes, des toxines, des oméga-conotoxines issues des cônes marins, vous risquez de ces canaux, donc les canaux vont être bloqués, il n'y aura plus de transmission entre le nerf et le muscle. Pour les PIQ, on utilise oméga-agatoxine. L'agatoxine, donc ce ne sont pas des cônes marins, l'agatoxine, c'est l'araignée. Il sécrète des substances. Il y a plusieurs toxines, il y a des centaines de toxines dans un poison. Donc quand vous avez un poison de serpent ou un poison d'une abeille ou un poison d'une araignée, dans chaque poison, vous avez des enzymes et vous avez donc qui digèrent les muscles, qui digèrent le corps, donc tout ce qui est les cellules, et en même temps vous avez des toxines. Et ces toxines vont se fixer sur des canaux ioniques. Donc dans un poison, vous risquez de trouver plusieurs centaines de toxines. Donc la marque IVA, là, ce sont donc des oméga agatoxines qui bloquent les canaux PEQ. D'ailleurs, elle est utilisée pour diminuer à la place de la morphine, pour atténuer la douleur, utilisée par les Américains pour atténuer la douleur. La morphine est une substance qui atténue la douleur, mais qu'il faut utiliser à forte dose. Donc elle est mauvaise puisqu'on utilise à forte dose. Mais l'oméga-agatoxine, qui commence à être commercialisé récemment par les Américains, ils l'ont extrait à partir de l'oméga-agatoxine. Alors, ces canaux R, ce sont des canaux qui sont résistants. Il n'y a pas d'inhibiteur, il n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'on les appelle résistants. Ensuite, le mibefradine, c'est un inhibiteur qui inhibe les canaux bas seuil, les canaux T qui s'ouvrent à des potentiels très très bas. Le mibefradine, on peut rajouter le nickel. Le nickel, ce sont des ions donc des métaux lourds qui bloquent les canaux T rapidement et ces canaux sont inhibés par le nickel. Donc il y a deux substances uniquement qui est connues actuellement, le mébéfradine et le nickel. Attention, le nickel bloque les canaux T. Le mébéfradine aussi, c'est un médicament qui bloque les canaux T transit qui sont des canaux bas seuil. Alors, les inhibiteurs des canaux calciques, donc vous avez ici, ils peuvent être utilisés soit dans l'hypertension artérielle,
soit tout simplement dans les troubles du rythme, Alors, il y a, par exemple, en ce qui concerne les dihydropyridines, on peut utiliser la nifedipine, qui est une hydropyridine, pour corriger l'hypertension artérielle, et on utilise le verapamil pour corriger les arythmies cardiaques. Donc, je n'ai pas le temps ici pour vous expliquer ce que c'est qu'une arythmie, je l'ai déjà expliqué en cours. Le verapamil inhibe les canaux au niveau L, au niveau du cœur, alors que la nifedipine inhibe les canaux L au niveau du muscle lisse, puisque ici, l'hypertension artérielle, c'est quoi? C'est la résistance des vaisseaux qui est diminuée et qui est augmentée, pardon, c'est-à-dire l'élasticité a diminué des vaisseaux, donc ce qui permet d'augmenter l'hypertension artérielle. Alors, si vous utilisez la nifedipine, vous corrigez la musculature lisse. Il y a des canaux L au niveau de ces muscles-là, lorsqu'ils sont bloqués, ils corrigent l'hypertension, ils diminuent la résistance périphérique des artères, alors que si vous utilisez le verapamil, ça agit plutôt sur des zones ici qu'on appelle des ischémies, des parties ischémiques du cœur où s'effectue un infarctus du myocarde. Donc ça peut inhiber les canaux calciques ici par le verapamil, on diminue donc les troubles du rythme au niveau du cœur. Alors vous voyez ici que ce sont des dihydropyridines qui bloquent les canaux calciques du type L. Mais c'est différent. Il y a des canaux L différents, génétiquement différents. Ceux existent au niveau des vaisseaux sanguins qui sont de la musculature lisse et les canaux L qui agissent au niveau du myocarde. Donc, verapamil agit sur le myocarde, alors que l'NF-d'épine, qui est une dihydropyridine, agit sur les vaisseaux, sur la musculature lisse. Donc, il s'agit, quand je parle du vaisseau, ce sont du muscle lisse. Il y a des canaux classiques, elles, au niveau du muscle lisse, ils sont inhibés par une dihydropyridine qui est la néphédépine. Il y a des canaux calciques au niveau du myocarde, c'est du muscle strié, inhibés, ces canaux calciques sont inhibés par le verapamil. Donc vous voyez que lorsque vous avez une augmentation, vous avez le même médicament, le même groupe d'hydropyridine, mais un, il agit sur l'hypertension artérielle, HTA, et un qui agit sur le cœur, c'est-à-dire sur la contraction cardiaque, sur les rythmes du cœur, sur la fréquence cardiaque, sur le rythme du cœur. Donc il faut utiliser le meilleur, donc ici celui-là pour l'hypertension artérielle et pour le cœur, il faut utiliser celui-ci. Donc vous voyez que les médicaments, ils peuvent avoir le même effet, agir sur des canaux calciques, mais la localisation est très importante. Il y a ceux qui sont, par exemple, la néphédépine, sont localisés au niveau des vaisseaux, et que le verapamil agit sur des canaux L qui existent au niveau du cœur. Donc là, c'est un petit aspect de pharmacologie. Voilà, donc on disait ça. Alors, concernant les canaux sodium voltage dépendance, on va les noter les NAV. Donc, j'ai fini avec les canaux calciques. Pour les canaux sodium, généralement, les canaux sodium interviennent dans la phase de dépolarisation. Donc, vous stimulez une cellule, il y a une phase de dépolarisation et une phase de repolarisation. Alors, l'augmentation de ce niveau de potentiel est due tout simplement à l'ouverture des canaux sodium ici et le gradient électrochimique est dans ce sens. Donc comme le sodium est très concentré ici, chargé positivement, il va entrer par les canaux calciques voltage dépendants. Alors ces canaux sont des canaux voltage dépendants qui s'ouvrent sous l'effet d'une dépolarisation. On les appelle les NAV. Alors donc, voilà comment on note le canal sodium. On le trouve soit au niveau des neurones, donc dans la phase de dépolarisation, soit au niveau des nœuds du sinus, le potentiel d'action des cellules du nœud sinusal qu'on verra un peu plus loin, donc dans la phase de dépolarisation ici. Donc les canaux sodium sont responsables de cette phase. Au niveau des cellules du myocarde, ils sont responsables de cette phase de dépolarisation. Donc l'ouverture des canaux sodium s'ouvre donc il subit ici, comme le canal calcique, le canal sodium est fermé lorsque le potentiel est très négatif. Lorsqu'on arrive par exemple à moins 50 millivolts, le canal s'ouvre. Ici, on est toujours à moins 50, le canal s'inactive. Donc la même chose, le canal est fermé lorsque le voltage n'est pas suffisant. Lorsque le voltage est suffisant, le canal s'ouvre, mais juste quelques millisecondes après, quelques fractions de millisecondes, il se ferme par inactivation. Vous voyez que le canal ici il est toujours ouvert parce que le potentiel est toujours là, mais il se ferme par inactivation, donc exactement comme le canal calcique. Donc les canaux innervés sont des glycoprotéines hétéromucées. Donc il y a plusieurs unités aussi là au niveau du canal calcique, mais l'unité la plus importante c'est l'unité alpha.
C'est une protéine de 220-260 kilodalton avec des protéines régulatrices qu'on appelle bêta 1 et bêta 2. Donc, une protéine centrale qu'on appelle, qui forme, c'est l'unité alpha, qui forme le canal calcique par où transite le calcium. Puis vous avez des protéines régulatrices bêta 1 et bêta 2. Donc, vous voyez ici que ce sont les sous-unités principales de NAV, c'est la plus importante. Voilà donc la structure, il est exactement le même. La structure ici, c'est l'unité alpha, simplement au niveau du canal calcique, on appelle alpha 1. Et ici, on appelle le sous-unité alpha. Donc, 6 domaines transmembranaires, 6 domaines transmembranaires, 6 domaines transmembranaires, 6 domaines, ça fait 24 domaines transmembranaires. Vous voyez que la fonction amine, il est intracellulaire, la fonction carboxylique est intracellulaire, et la fonction amine, il est intracellulaire. Et vous avez les deux protéines régulatrices, bêta 1 et bêta 2, donc qui régulent le canal. Alors exactement, vous voyez aussi que cette protéine alpha qui va former le canal, et vous voyez ici que le segment S4, c'est lui qui est sensible au potentiel. On appelle le voltage sensor, détecteur de voltage. C'est lui qui détecte le voltage et c'est lui qui donne à alpha une conformation, soit conformation ouverte, soit fermée, soit inactivée. Donc on dépend du potentiel. Donc le segment S4 contient des acides aminés chargés qui confèrent à la protéine soit son ouverture, soit sa fermeture. Alors, ce canal sodium, donc s'enroule, l'unité alpha va s'enrouler et va former ce qu'on appelle le canal sodium. Ici, attention, vous avez des sites de fixation d'une substance qui va bloquer le canal, on appelle ça la TTX. C'est la tétrodotoxine. Tétrodotoxine. C'est une toxine extraite à partir d'un poisson, le foie d'un poisson qu'on verra tout à l'heure. Alors, ce canal donc est soit il est inhibé par la TTX, et ce segment voltage sensor, c'est-à-dire le segment qui confère la conformation de la dépendance du voltage. Donc c'est une unité alpha ou alpha subnit qui va former le canal. Donc par où transite le sodium lorsqu'il est ouvert ou fermé. Alors voilà sur le plan génétique. Ici on a quatre canaux génétiquement différents au niveau du système nerveux central. Et vous avez ici l'unité NAV1,4 au niveau du muscle squelettique, une AV1,5 au niveau du cœur. Vous voyez ici qu'ils sont un petit peu moins différenciés par rapport à ceux des canaux calciques. Vous avez donc un seul gène, mais vous avez plusieurs isoformes. Donc un gène, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez ici 6, mais on dit actuellement qu'il y a plusieurs canaux sodium, jusqu'à 10. Donc ici, plusieurs isoformes. On peut aller jusqu'à 9 canaux sodium, l'unité alpha. Et là aussi, lorsque ce canal subit une mutation, c'est généralement des maladies génétiques affectant les muscles squelettiques. Par exemple, la myopathie, quand la personne ne marche pas. Les troubles de rythme, ça peut être aussi génétique. Quand vous avez des troubles de rythme, ça peut être d'origine génétique. Ou les neurones, par exemple, certaines formes d'épilepsie que je vous ai déjà expliquées. Alors, ces canaux sodium donc, sont inhibés par la tétrodotoxine, par la saxitoxine ou par les conotoxines. Il y a des conotoxines qui inhibent les canaux sodium et aussi des anesthésiques locaux utilisés en thérapeutique. On peut bloquer donc ces canaux sodium. Ils interviennent soit dans la myopathie, soit dans l'épilepsie, donc les maladies du système nerveux. Alors c'est la TTX est extraite à partir de ce poisson que vous voyez ici. Lorsqu'il s'énerve, il devient comme ça. Et donc cette eau, donc ce sont des toxines extraites à partir du tétradon, donc c'est la TTX, est extraite à partir d'un poisson marin, à partir du foie de tétradon, donc de ce poisson-là. Vous aurez aussi, les canaux sodium sont inhibés par des coquillages qu'on appelle les dinoflagellés, donc qui libèrent la saxitoxine, qui inhibe les canaux sodium. Vous avez des conotoxines libérées par des cônes, par exemple Conus geographicus ou Conus purpurescens. Donc vous voyez ici que ce sont des coquillages ici, des coquillages qui libèrent des toxines. Et ces toxines-là peuvent entraîner la mort par blocage des canaux ioniques de type sodium. Donc, les toxines telles que la tétrodotoxine, la saxitoxine et les conotoxines sont des inhibiteurs des canaux sodium.
Alors, il reste à parler des canaux potassium. Les canaux potassium sont un petit peu, c'est une poubelle. Il y a plusieurs types de canaux potassium. Mais on peut grossir dire que les canaux potassium interviennent dans la repolarisation du potentiel d'action. Et il y a plusieurs types de canaux potassium. Il y a des canaux potassium ici qu'on appelle du voltage dépendant. Il y a des canaux potassium qui s'ouvrent lorsque le calcium intracellulaire augmente. On les appelle des canaux potassium calcium dépendants. Il y a des canaux potassium qui sont inhibés par l'ATP et il y a des canaux potassium qui sont ouverts par l'acétylcholine. Donc on verra que ces canaux potassium sont vraiment une poubelle. La chose la plus importante, c'est que les canaux potassium, ils ont deux formes, soit la position formée, soit la position ouverte. Il n'y a pas d'inactivation. Donc contrairement aux canaux sodium et calcium, il y a ici que deux formes. On parle soit le potentiel n'est pas défavorable, le canal est fermé. Lorsqu'on active le canal, il passe lorsque le potentiel est suffisant. Et généralement, il s'ouvre à partir de moins 50 millivolts. Donc lorsque vous allez à partir de moins 90 jusqu'à moins 50, vous ouvrez ce canal. Plus vous dépolarisez, plus le canal s'ouvre et plus la quantité de potassium entre dans la cellule, sort de la cellule, puisque ici vous avez beaucoup de potassium, ici vous avez peu de potassium. Donc lorsque le canal potassium s'ouvre, les charges positives quittent la cellule par gradient électrochimique, ce qui permet la repolarisation. Donc le potentiel va devenir négatif ici. Lorsque les charges positives entrent dans la cellule, ce sont une dépolarisation, mais la sortie de potassium ici provoque une repolarisation, c'est-à-dire le potentiel revient au potentiel de repos. Donc deux formes uniquement, une forme activée, ouverte ou une forme fermée. Alors il y a plusieurs types de canaux potassium, quatre grandes classes. On a des canaux potassium activés par le calcium, c'est-à-dire que lorsque ces canaux potassium, que le calcium augmente ici, ces canaux potassium s'ouvrent et laissent passer le, le, le potassium. On peut dire qu'ils sont aussi voltage dépendants. Pourquoi? Parce que l'entrée du calcium dans la cellule, il est voltage dépendant. Ce qui fait augmenter le calcium dans la cellule, c'est son entrée. Et donc, comme le canal calcium est voltage dépendant, le calcium entre et ces canaux s'ouvrent lorsque l'activité du calcium augmente à une certaine concentration. Ils sont ouverts uniquement par le calcium, mais non pas par le voltage, mais indirectement par le voltage, puisque l'entrée du calcium est voltage dépendante. Les canaux potassiques à rectification entrante, ce sont des canaux qui, lorsque vous êtes à moins 90 millivolts, lorsque vous hyperpolarisez, vous avez des courants qui se font comme ça, c'est-à-dire ici, si vous avez du potassium, ici, le potassium, c'est la rectification entrante qui entre dans la cellule, puisque lorsque vous hyperpolarisez, par exemple, de moins 90 à moins 100 millivolts, ces canaux s'ouvrent, on les appelle des canaux de rectification entrante. C'est un courant qui facilite le passage vers l'intérieur de la cellule. Et vous avez des canaux potassium à quatre segments transmembranaires. Ce sont des canaux donc, qui interviennent dans le potentiel de repos. On verra comment. Donc, ce sont des canaux toujours ouverts. Ils sont toujours ouverts. Donc, ce sont des canaux qui interviennent dans le potentiel de repos. Puis vous avez des canaux potassium voltage dépendants qui s'ouvrent à l'occasion par exemple, d'un potentiel, lorsque le potentiel est favorable, et que ces canaux potassium voltage dépendants sont inhibés soit par les TEA, le tétraéthylammonium, ou ils sont tétraéthylammonium, ou ils sont inhibés que par la 4-aminopyridine, ce qu'on appelle la 4-AP. Ce sont des canaux potassium voltage dépendants, donc canaux voltage dépendants. Les canaux qui interviennent dans le potentiel de repos, ce sont des canaux qui sont toujours ouverts. Ils ne dépendent ni de potentiel, ni de substance, ni rien du tout. Ils sont toujours ouverts. Ce sont des canaux qu'on appelle aussi à quatre segments transmembranaires. Vous avez des canaux qui ne s'activent que lorsque vous hyperpolarisez la cellule, lorsque vous allez dans les valeurs très négatives, ils facilitent le passage vers l'intérieur de la cellule, ou bien vous avez des canaux qui s'activent par le voltage. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs types de canaux potassium. Ce sont des canaux qui interviennent. Par exemple, ici, vous avez des canaux. La classification ici, ce sont des canaux voltage dépendants. Ils ont 6 domaines transmembranaires, fonction amine, fonction carboxylique intracellulaire, et c'est les segments 5 et 6 qui forment le canal. Ce sont des segments voltage dépendants. Vous avez ici des
canaux potassium, calcium dépendants, 1, 2, 3, 4, 7 domaines transmembranaires, mais on les a mis dans la même classe. On a mis les voltages dépendants et les calcium dépendants dans la même classe. Ce sont des, ici, attention, la fonction amine il est extracellulaire, ici carboxylique il est intracellulaire. Donc on va dire que ce sont des canaux potassium 6 ou 7 domaines transmembranaires. Le pore, c'est-à-dire le canal, est formé par les segments 5, 6, ici par 6 et 7. Donc un seul pore, un seul trou. Puis vous avez des canaux potassium qui s'ouvrent soit par l'ATP, soit par l'acétylcholine. Ce sont des KIR 1 jusqu'à 9. Hein, ce sont des canaux qui, qui ont deux domaines transmembranaires et qui forment un seul pore. On verra comment ils vont former le pore tout à l'heure. Ici, vous avez la troisième catégorie de canal, c'est 4 domaines transmembranaires avec deux domaines qui vont former un pore. Donc, on va les appeler les deux pores. Ils ont formé de deux pores. On va les appeler les K2P. Tout à l'heure, on va voir qu'ils sont 2P ou K2P. Ils forment deux pores. Ici, un seul pore, un seul pore, un seul pore. Ici, deux pores. Alors, donc, pour bien comprendre les canaux potassium, vous voyez ici que les canaux potassium voltage dépendant sont formés par 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 domaines transmembranaires qui vont se réunir. Pourquoi? Parce que je prends 6 domaines transmembranaires, je multiplie par 4 et voilà ce que ça donne. Ça donne donc 6 fois 4, ça me fait 24 domaines transmembranaires et le canal est formé par 24 domaines transmembranaires, donc un seul pore par où transite le potassium. Le potassium passe de l'intérieur vers l'extérieur, donc c'est des courants sortants de potassium. En ce qui concerne les canaux de ce qu'on appelle avec deux domaines transmembranaires. Ce sont des canaux de rectification entrante, inward rectification ou rectification entrante, avec uniquement deux domaines transmembranaires multipliés 4 fois. Donc, deux des domaines transmembranaires multipliés par 4, ça me fait 8 domaines transmembranaires. Voilà la forme du canal à deux domaines transmembranaires de rectification entrante qui s'active lorsque vous hyperpolarisez la cellule. Puis vous avez des canaux de fond, ce sont des canaux qui interviennent dans le potentiel de repos, qui sont toujours ouverts, qui sont ni chimio ni voltage dépendants, qui s'ouvrent, qui sont toujours ouverts, avec deux ports, P1 et P2. Vous multipliez 4 fois 2, ça fait 8 domaines transmembranaires. Voilà le canal, comment il est formé. Donc vous avez ici tout ce qu'il faut pour comprendre les différentes parties de ces canaux. Donc vous voyez qu'il y a trois grandes catégories de canaux potassium, des canaux potassium voltage dépendants ou calcium dépendants, des canaux potassium KIR, qui sont des canaux rectification entrante qui sont activés lorsque la cellule est hyperpolarisée. Et vous avez des canaux de fond qui interviennent dans le potentiel de repos. Puis vous avez des canaux inhibés par l'ATP, hein, des canaux inhibés par l'ATP, par exemple, des canaux potassium ici qui sont associés à une protéine sûre. Ici, vous avez par exemple dans la cellule bêta qui libère de l'insuline, vous avez le canal potassium qui est entouré par une protéine. Alors cette protéine, il fixe l'ATP, il fixe les sulfonylurées, il fixe les glinides. Donc vous avez ici des sites de fixation, soit de l'ATP, soit des sites de fixation de l'ATP, soit des glinides. Les glinides, ce sont des substances utilisées, par exemple, dans le cas de maladie du diabète. Alors, l'insertion du canal potassique sensible à l'ATP, on peut dire que le site B, c'est le site de fixation des glinides. Ici, donc les glinides, ce sont des médicaments qui se fixent au niveau d'une protéine, qu'on appelle la protéine sûre, qui entoure un canal classique du type 6,2. Et vous avez les sites A, ce sont des sulfonylurées. Là aussi, ce sont des médicaments qu'on utilise pour réguler l'activité du canal potassium. Et ici, vous avez le site de fixation de l'ATP, c'est le site N. Alors, comment il se présente cette protéine sûre? Donc, vous avez ici ce qu'on appelle le canal, ici, c'est le canal KIR6-2. Donc, il suffit de regarder le schéma d'avant pour voir ce canal potassium KIR6-2, comment il est. Puis, il est entouré aussi par quatre protéines. Quatre protéines. Chaque protéine est formée par, donc chaque protéine est formée par un complexe octamérique dans la membrane constitué de quatre sous-unités sûres. Et donc voilà la forme de la protéine sûre. Vous avez ici 5, 6 et 6. Donc ça fait 6 et 6, ça fait 12. Et 5, ça fait 17 domaines transmembranaires. La protéine sûre est formée de 17 dimensions multipliées par 4. 1, 17
17, 17, 17. Et au milieu ici, vous avez le canal calcique KIR6-2. Donc la protéine entoure, enrobe le canal potassium. Il permet de, soit il augmente l'ouverture, soit il ferme le canal potassium. On verra que l'ouverture de ce canal potassium est très important. Par exemple, dans le cas de la libération d'insuline. Donc, il joue un rôle important dans, vous voyez ici que vous avez des médicaments comme le diazoxide, le glibinoclaride et le tolbutamide, soit sont des activateurs, soit sont des inhibiteurs. Donc, ce sont des canaux potassium enrobés ou enroulés par une autre protéine. Voilà. Donc, il reste à parler des canaux activés par des ligands, par exemple le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. Ce récepteur est formé par, donc où se trouve ce récepteur? Voilà, vous avez ici la terminaison nerveuse, vous avez ici le muscle, vous avez ici l'axone. Alors le canal N se trouve ici, il fait entrer, donc c'est le canal A qui fait entrer le calcium, et lorsque le calcium entre, les vésicules qui contiennent de l'acétylcholine vont libérer l'acétylcholine ici dans la synapse. On verra ça quand on va étudier la synapse. Et cette acétylcholine va se fixer sur ce qu'on appelle le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. Pourquoi récepteur nicotinique? Parce qu'au début, on a découvert qu'il fixe de la nicotine, mais il fixe de l'acétylcholine. Donc en réalité, en physiologie, il fixe de l'acétylcholine. Alors ce récepteur, il est formé par 1, 2, 3, 4 domaines transmembranaires. Donc si je représente une seule unité, c'est M, voilà M2, voilà M1, voilà M4, voilà M3. Donc voilà leur structure dans l'espace. Si vous regardez d'ici, vous avez la fonction amine extracellulaire, fonction carboxylique extracellulaire. Voilà où se trouve ce récepteur. Au niveau de la cellule musculaire, non pas au niveau de la cellule nerveuse, au niveau du muscle, au niveau de la jonction, ici, au niveau de la synapse, ici, il n'y en a pas, mais il existe uniquement au niveau de la jonction. Vous avez beaucoup de récepteurs, et ce récepteur est formé de 4 domaines transmembranaires. Alors, je vais multiplier ça par 5. Donc, là, voilà, voilà, voilà. Donc, M2 ici, M2 ici, M2 ici et M2 ici. Et vous avez les 4, bien sûr. Hein, je ne vais pas m'amuser à faire tout ça. Vous aurez un schéma. Voilà. Voilà donc le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. Et que lorsque l'acétylcholine est présente, ce canal est ouvert. Et lorsque l'acétylcholine est absente, par exemple, lorsque l'acétylcholine est occupée par le bongarotoxine. Bongarotoxine, c'est une substance inhibitrice de ce canal à l'acétylcholine. Ce sont des récepteurs nicotiniques. Alors, ils sont différents des récepteurs muscariniques. On verra un peu plus loin que les récepteurs muscariniques sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires et sont inhibés par l'atropine. Alors que les récepteurs nicotiniques sont des récepteurs activés par l'acétylcholine, mais ils sont inhibés par le alpha-bongarotoxine. Donc, on sait que, est-ce que ce sont des récepteurs nicotiniques ou des récepteurs muscariniques? Les récepteurs muscariniques sont inhibés par l'atropine et que les récepteurs nicotiniques sont inhibés par l'alpha-bongarotoxine. Ce sont des récepteurs qui existent uniquement ici au niveau de la jonction nerf-muscle et qui donc, voilà, donc je vais effacer parce que sinon, hein, donc je vais faire passer. Voilà donc ce récepteur, hein, le récepteur qui contient l'unité, 2 unités alpha, ici, 2 unités alpha, et j'ignore, je reviens, donc voilà mon récepteur. Voilà donc mon récepteur ici. Voilà, il est formé donc de 2 unités alpha, 2 unités alpha, ici, alpha, qui fixe. Donc ici, l'acétylcholine. Il faut 2 molécules d'acétylcholine pour que le canal s'ouvre. Vous avez l'unité bêta, gamma et delta, et donc ils vont fermer le canal. Donc ici, vous multipliez ça par 4, et vous aurez, par 5, pardon, par 5, et vous avez ce canal-là qui s'ouvre ou se ferme
uniquement par l'acétylcholine. Voilà. Donc, et ils vont laisser passer quoi? Il va passer le sodium et le potassium. Le sodium entre parce que le gradient électrochimique est favorable. Donc, dans la cellule musculaire qui est innervée par l'axone, il va y avoir une entrée de sodium par ce canal, donc un courant entrant qui va dépolariser, et le potassium sort par le même canal, ce sera un canal qui n'est pas spécifique, qui est ouvert par l'acétylcholine, et va repolariser, il va avoir ce phénomène-là. On va appeler ce potentiel, ce n'est pas un potentiel d'action, c'est un potentiel postsynaptique excitateur, mais on verra ça quand on va étudier les synapses. Donc voilà un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez ici des canaux activés par donc l'acétylcholine. Alors je m'arrête ici puisque la suite du cours, vous l'avez déjà. D'ailleurs, ce cours-là, vous l'avez déjà fait, mais il est très intéressant que vous, vous l'ayez avec vous. Donc on ne sait jamais, hein, ça peut vous servir pour quelque chose. Voilà. Et je vous en remercie pour votre attention.